à tous, bienvenue dans Interaction numéro 76, consacrée au Proche-Orient, vers un regain de violence après le plan américain. C'est la question que nous posons aujourd'hui à nos trois invités. Annick Cizel, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de politique étrangère américaine, enseignante à Paris 3. Samy Cohen est avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche émérite aux séries de Sciences Po. Et puis nous sommes également en direct avec Thierry Oberlé, le correspondant du Figaro à Jérusalem. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Et donc, ce plan a été annoncé mardi à la Maison-Blanche, le fameux plan de paix concocté par les États-Unis qui réjouit les Israéliens mais catégoriquement refusé par les Palestiniens, et un plan annoncé comme gagnant-gagnant par le président américain. Écoutez. My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security. Today, Israel has taken a giant step toward peace. Alors, amis internautes, posez-nous vos questions, déposez vos commentaires sur Facebook, sur le Figaro. On est là pour y répondre. D'abord, Samy Cohen, essayez de nous rafraîchir un petit peu la mémoire. On va montrer cette carte qui a été divulguée par la Maison-Blanche et qui pourrait montrer le prochain État palestinien, le prochain État israélien. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les conséquences de ce plan de paix proposé par les Américains sur les frontières, sur les territoires? Écoutez, c'est un plan qui est différent de ce qui avait été négocié par Ehud Barak et Yasser Arafat, notamment d'abord à Camp David et ensuite à Taba. C'est un plan qui est considérablement en recul par rapport à ce que Arafat avait pu obtenir. Arafat avait pu obtenir en fait le maintien de la souveraineté sur la totalité de la Cisjordanie et Gaza, avec un échange de territoire équivalent entre 3 et 5%, où Israël garderait les blocs des colonies, elle les annexerait, en échange de quoi l'autorité palestinienne pourrait obtenir un territoire équivalent sur le territoire en Israël. Là maintenant, ce qu'il reste, ce sont donc ces zones qui sont en beige et qui ressemblera à une espèce d'archipel de territoires reliés par des ponts, des tunnels. Oui, c'est largement... Trump a parlé de continuité territoriale. En fait, quand on regarde le plan, il n'y a pas vraiment de continuité territoriale, sauf par les routes qui permettent de relier une portion de territoire ou un autre. On voit en fait un véritable gruyère avec notamment des portions qui ont été accordées au sud de la bande de Gaza, la zone industrielle, la zone résidentielle et d'agriculture. Mais au total, je crois que si Yasser Arafat pourrait se retourner dans sa tombe, il le ferait, parce qu'il doit se mordre les doigts d'avoir refusé le plan qui avait été concocté à l'époque en 2001, et qui lui donnait quand même un territoire plus important que l'actuel territoire, qui représente à peu près 70 à 80% de ce qui avait été négocié à l'époque. Écoutons maintenant la déclaration de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, après l'annonce de ce plan. Trump ونتنياهو إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة وصفقتكم المؤامرة لن تمشي. Bon, Thierry, le refus de l'autorité palestinienne n'est pas une surprise. Est-ce qu'on peut détailler les points de ce plan qui, évidemment, sont inacceptables pour Mahmoud Abbas et les Palestiniens? Oui, c'est absolument pas une surprise. Le président Trump avait d'ailleurs fait une dernière tentative pour essayer de convaincre Abbas par téléphone de venir. Et il n'en était pas question, puisque ce plan est dès le départ extrêmement défavorable aux Palestiniens. Le principal point qui choque les Palestiniens, c'est l'annexion des colonies de 30% de leur territoire. Pour eux, c'est une condition inacceptable. Et puis ensuite, il y a le second point, c'est Jérusalem, capitale de l'État palestinien. C'est ce que réclament les Palestiniens. Et dans le plan qui est proposé, il n'est pas question de créer une capitale à Jérusalem-Est, mais dans l'Est de Jérusalem. Et la nuance est de taille, puisque du coup, cette capitale
serait de l'autre côté du mur de séparation, dans une sorte de banlieue qui s'appelle Abu Dhabi. Abu Dis, oui. Abu- Effectivement, on en parlait, Annick, et c'était toute la différence entre East Jerusalem et Eastern Jerusalem, ce qu'a en tout cas prononcé Donald Trump. À voir d'ailleurs qui était aux côtés de Donald Trump pendant l'annonce, ça en dit long aussi sur ce plan et sur la difficulté à le voir comme un plan gagnant-gagnant pour les deux parties. Véritablement, c'est toute la polarisation que le président Trump et une partie de son administration sont en train d'étendre au Moyen-Orient qui était représentée dans cette salle. C'est-à-dire qu'on a les soutiens électoraux et électoralistes du président Trump en campagne donc pour le mois de novembre prochain, qui sont des représentants de la communauté évangélique. Dans le même temps, on a 3 ambassadeurs de 3 pays arabes qui ne constituent pas en eux-mêmes l'ensemble de la Ligue arabe. Il va falloir voir, la Ligue arabe se réunit samedi, quelle va être la position de l'ensemble. Mais on a 3 ambassadeurs d'Oman, de Bahreïn et des Émirats arabes unis. On sait, la presse américaine a révélé que les ambassadeurs d'Arabie saoudite, de Jordanie et d'Égypte avaient été conviés et ont décliné l'invitation. Donc d'ores et déjà, on a une ligne de fracture qui montre toute l'extrême difficulté pour les pays arabes à faire bloc derrière une proposition, certes, qui surprend presque positivement en proposant une solution à 2 États, avec tous les bémols de l'archipel dont vous parliez et que commentait M. Cohen. Mais dans le même temps, c'est vrai que le président Trump avait soufflé le chaud et le froid sur un État, je ne suis pas opposé à 2. Donc on a ce consensus-là qui pourrait peut-être être négocié, mais qui dans la réalité entérine non seulement la colonisation, mais potentiellement l'annexion, la validation absolument définitive d'une colonisation qui, certes, est, si ce plan est accepté, stoppé, pas simplement ralenti, arrêté pour les 4 ans qui viennent. Oui, mais sauf, j'ai envie de dire, pour les Palestiniens, les dégâts sont déjà faits. Avec la politique de fait accompli depuis des années. Voilà, on est sur un fait accompli et on est sur donc un clivage au Moyen-Orient, et pas qu'au Moyen-Orient, on y reviendra peut-être au niveau de la politique intérieure américaine également, qui va rendre tout consensus impossible, d'ores et déjà, indépendamment du veto palestinien, bien évidemment, sur ce texte. Alors, quelques réactions déjà. Manon nous dit un plan de paix doit se faire par définition au détriment et à l'avantage des deux parties, en tenant compte bien évidemment de l'histoire. Et une question, Bettina nous dit sur Facebook, Trump n'a pas du tout consulté les Palestiniens. Pourquoi Sami Cohen, est-ce que c'est vrai déjà que l'équipe rapprochée de Donald Trump n'a pas négocié avec les Palestiniens? Si vous voulez, depuis la reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale unifiée d'Israël, les relations sont rompues. Il n'y a plus même d'aide humanitaire qui est apportée aux Palestiniens. Et donc, on voit bien d'ailleurs sur le contenu. Le contenu est largement favorable à Israël, en tous les cas à la droite israélienne. C'est très clair. Si je peux juste ajouter, les Palestiniens ont vraiment subi cette politique de pression maximale qui est popularisée au niveau de l'Iran, mais ils ont vraiment subi ça ces derniers mois. Depuis 18 mois, leur représentation à Washington, le bureau palestinien, a été fermé. L'aide, donc, via les Nations Unies, l'aide aux réfugiés a été complètement arrêtée par les États-Unis. Et l'Agence internationale pour le développement des États-Unis, qui soutenait la bande de Gaza, qui donnait des aides pour les écoles, pour les systèmes de santé, a vu son budget pratiquement réduit à 0. Donc on a eu vraiment la population palestinienne mise à genoux avant de voir arriver effectivement une proposition de reconstruction utopique et pas du tout à l'invitation des Palestiniens. Et un autre internaute est d'accord avec ce que vous venez de dire. Pascal Peul nous dit « Ce plan est une paisible déclaration de guerre et une officialisation de la loi du plus fort », effectivement, avec les Palestiniens qui ont un genou à terre dans ce bras de fer. Un mot quand même avec vous, Annick. Pourquoi la politique étrangère américaine est à ce point favorable à Israël ? Est-ce d'ailleurs une nouveauté depuis 3 ans ou est-ce que Trump est finalement dans une continuité avec ses prédécesseurs? Les deux. Il est dans une continuité historique depuis 1948, depuis que le président Harry Truman, démocrate en l'occurrence, reconnaît l'État d'Israël et entraîne la communauté internationale à la suite des États-Unis, ce que le président Trump essaye de faire aujourd'hui, sauf qu'il n'est pas dans la suite de la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas le successeur de Franklin Roosevelt, et la communauté internationale reste très timide, attentiste,
à l'heure actuelle en tout cas, est certainement pas suiviste comme ça a été le cas en 1948. On n'est plus sous le choc de l'Holocauste non plus. Dans le même temps, il y a une politique très trumpienne de soutien sans condition à Israël contre l'Iran. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer vis-à-vis des Palestiniens aujourd'hui sans regarder le bloc arabo-israélien que les États-Unis ont tenté de construire ces 3 dernières années pour isoler l'Iran et potentiellement entrer en guerre contre l'Iran. C'est la même terminologie qui est utilisée. Les Palestiniens comme les Iraniens sont traités de terroristes, ce qui donne les mettant sur le même plan que Daesh ou qu'Al-Qaïda, ce qui donne au président Trump les pleins pouvoirs au titre de la législation post-11 septembre pour effectivement dérouler sans l'accord du Congrès, sans jamais demander son avis au Congrès. Ici encore, le Congrès n'a pas été consulté avant que ce plan de 181 pages soit mis en ligne sur le site de la Maison-Blanche. C'est une captation de l'exécutif américain face à ou à côté de l'exécutif israélien, en l'occurrence. Et cette fameuse carte, Thierry, nous en parlions hier, c'est peut-être ce qui constitue la nouveauté de cette annonce américaine, c'est que pour une fois, Américains et Israéliens se sont mis d'accord sur une carte et l'ont publiée. Voilà, c'est peut-être ce qu'on retiendra de cette annonce de mardi. Oui, c'est-à-dire que bien sûr, il y avait des cartes lors des précédents tentatives de négociation ou des accords d'Oslo, mais ces cartes n'avaient pas la même diffusion. Et là, Trump les a tweetées et elles ont pris une ampleur considérable. Ils ont eu un impact considérable, d'une part sur les Palestiniens, qui se sont bien rendus compte qu'il ne leur restait plus grand-chose de leur territoire, et d'autre part sur les colons qui ont vécu, qui vivent ces cartes comme une grande victoire. Du coup, ils en oublieraient presque que dans le même temps, le plan prévoit de faire une capitale et de créer un État palestinien. Dans le même temps aussi, on a vu apparaître ce tunnel, ce fameux tunnel, et tout le monde s'est dit, tiens, c'est extraordinaire. Trump a encore une de ses idées bizarres, il veut faire un tunnel, comme si, puisque le Hamas aime les tunnels qu'il en a construits, on va lui servir. En fait, non, ce n'est pas ça. Là, on voit très bien le tunnel sur la carte. Et ce tunnel, il existe aussi sur les cartes des précédentes tentatives de négociation et d'accord. Je voudrais revenir à la question que vous avez posée en ce qui concerne la continuité ou pas de Trump par rapport à ses prédécesseurs. Il y a quand même, je rajoute donc 2 petites précisions. La première, c'est que par rapport à la période Clinton et même par rapport à la période Carter, qui a fait négocier le traité de paix entre l'Égypte et Israël, il y avait une méthode. La méthode, c'était que les 2 parties se mettaient d'accord, les États-Unis aidaient, soutenaient, éventuellement faisaient pression. Là, c'est plus le cas. Là, c'est vraiment une action militaire unilatérale. Le président des États-Unis décide de territoires qui ne lui appartiennent pas, qui n'appartiennent même pas à Israël, et qui vont s'appliquer maintenant à l'avenir aux Palestiniens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut comparer par rapport à la période Obama, qui en décembre, le 23 décembre 2016, avait... Ne vieillissez pas trop. 143, c'est mon anniversaire. 2016, il avait voté une résolution du Conseil de sécurité qui refusait de reconnaître les colonies étant contraires au droit international. Donc là, il y a bien une rupture. Il y a quand même 2 points sur lesquels c'est pas pareil. Ce plan de paix donc consacre Jérusalem, capitale indivisible d'Israël, alors que la ville est le 3e lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Donald Trump a d'ailleurs employé des mots très forts à l'égard du monde musulman. Écoutez. It is time for the Muslim world to fix the mistake it made in 1948 when it chose to attack instead of recognize the new state of Israel. It's time. Et pourtant, le monde musulman, si tant est qu'il n'y en ait qu'un, si tant est qu'il soit uni, ne condamne pas unanimement ce plan de paix et on observe plutôt un silence gêné sur la question. Comment vous expliquez ça, Sami Cohen ? Écoutez... la question est délicate, je le sens. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a
une certaine lassitude dans beaucoup de pays du monde arabe concernant la question israélo-palestinienne, qu'elle est devenue pour elle vraiment secondaire et pas du tout prioritaire comme elle était auparavant, que véritablement la priorité des priorités, c'est l'Iran, c'est la menace iranienne, c'est comment la contenir, l'affaiblir, et pour ça, beaucoup de pays arabes ont besoin des États-Unis et ont même besoin d'Israël, parce qu'Israël est pratiquement le seul pays qui bombarde des cibles iraniennes qui se situent en Syrie et en Irak. Annick Cizel, on peut parler aussi, vous l'avez évoqué en début d'émission, le long travail de persuasion de certaines monarchies du Golfe, par exemple, de l'Arabie Saoudite, depuis 3 ans, de l'équipe Jared Kushner, par exemple, pour essayer justement de rallier ces pays à la cause américaine, dans l'optique aussi de les faire accepter, même si la pilule est difficile à avaler, ce plan de paix américain. L'administration Trump, quelque part, à sa manière, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention de ne pas se laisser embarquer par le reality show auquel on a assisté ces dernières 24 heures. Cette administration est en train de recomposer, quelque part, le Moyen-Orient, est en train d'essayer, alors en l'occurrence en continuité finalement avec l'administration Obama, de recréer, l'administration Obama rêvait de créer une espèce d'OTAN arabe, de pouvoir permettre le retrait des États-Unis avec une alliance de défense intérieure, c'est-à-dire d'essayer de faire que le dialogue, qui était l'apanage de la politique d'Obama, permette de désisoler Israël et plus de coopération entre le monde arabe et Israël et potentiellement l'Iran. On a la diabolisation de l'Iran sous Trump, qui était déjà républicaine sous Obama, sans surprise, qui tisse de ce fait une alliance, peut-être contre nature, mais une alliance de circonstances, de réel politique, on dirait en sciences politiques, de réalisme politique. Et au centre de cette alliance, il y a Israël pour les raisons militaires aussi, et de renseignement, qu'évoquait M. Cohen, qui sont nécessaires, qui sont partagés aujourd'hui. Le renseignement israélien est en partie partagé avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Donc cette administration Trump est en train de profiter à la fois des moyens qui existent au Moyen-Orient, qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, d'une volonté peut-être de prise en main aussi d'un certain nombre de puissances moyen-orientales aujourd'hui, qui sont aussi des puissances militaires, je pense aux Émirats, pas simplement à l'Arabie, qui sont des puissances militaires pas simplement dans leur région, et qui ont intérêt aujourd'hui, comme si le problème palestinien était un problème du XXe siècle, mais le reste du Moyen-Orient est passé au XXIe. Je pense que ça explique aussi le fait qu'il y ait moins de soutien apparent, c'est-à-dire qu'on est passé à une autre dimension où des pays du Golfe sont aujourd'hui présents en Libye, sont présents en dehors de la péninsule arabo-persique, et la grande menace, c'est effectivement l'Iran. Donc on a besoin de cette alliance avec les Américains. Elle ne peut pas être rompue, et si ça se fait, j'ai envie de dire une nouvelle fois, sur le dos des Palestiniens, c'est un petit peu le choix impossible, mais le choix que le réalisme politique du XXIe siècle contraint, avec en plus une résurgence possible de Daesh au milieu de tout ça. Donc il y a des périls plus graves, malheureusement, pour la population palestinienne aujourd'hui. C'est une dénonciation très timide que l'on observe. Alors vous êtes déjà nombreux à commenter. Bettina nous pose encore une question. Philippe, j'y reviens dans un instant. Et il y a également Xiao qui nous dit les pays arabes développés, c'est vraiment dans le thème de ce que l'on vient de raconter. Les pays arabes développés et riches ont besoin de la recherche et de la production israélienne pour ce qui concerne les systèmes de sécurité, les technologies de pointe pour les hôpitaux, les ordinateurs, les avions, comme les pays occidentaux. Donc ils n'ont pas nécessairement envie de faire la guerre à leurs fournisseurs. Thierry, on va maintenant revenir un petit peu plus quand même en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, au Proche-Orient avec vous. On a vu plusieurs rassemblements depuis mardi, à Gaza par exemple, à Bethléem, vous allez en découvrir quelques images. Hier soir, on a appris qu'une roquette tirée depuis Gaza avait touché Israël. Alors, au Proche-Orient, est-ce qu'on doit redouter, avec ce plan de paix américain et son annonce en tout cas, un nouvel accès de violence ? On peut le redouter, mais pas dans l'immédiat, pas dans les prochains temps, pas dans les prochaines semaines. Les réactions à l'annonce du plan de paix de Trump ont été extrêmement faibles, malgré quelques images spectaculaires. La mobilisation, j'étais à Ramallah, il y avait au maximum 200 manifestants. La mobilisation était un peu plus forte à Gaza.
Mais on sent qu'il n'y a pas les journées de la rage qui ont été annoncées. En fait, elles ont débouché sur pas grand-chose. Il y a une sorte d'indifférence, d'abattement de la population qui n'entre pas dans un mouvement de révolte pour l'instant. Et en même temps, sur le plan plus politique, Mahmoud Abbas, lui, a fait un discours qui était assez incantatoire et qui était à la mesure de son impuissance. Il a dit Jérusalem n'est pas à vendre, les droits des Palestiniens ne sont pas à vendre, mais lorsqu'il s'est agi de définir une stratégie pour essayer de contrer ce plan, il a annoncé qu'il allait faire une tournée internationale, qu'il allait se rendre aux Nations Unies, mobiliser la communauté internationale, mais il a assez peu de munitions pour réagir. Il y en a quelques-unes, mais il ne peut pas les utiliser pour l'instant parce que, de toute façon, si il sera obligé d'utiliser des armes légales extrêmes, et il ne va pas le faire, évidemment, tant que l'annexion ne sera pas réelle. Au moins, ce plan de paix américain a ressoudé les Palestiniens entre eux, et là je parle du Fatah et du Hamas, ou est-ce que tout cela va voler en éclats dans les prochaines semaines? Il y a eu effectivement, le soir de l'annonce du plan, une réunion dans le bureau de Abbas al-Qatar à Ramallah. Et pour la première fois, toutes les factions étaient présentes. Il y avait le Hamas et même le djihad islamique. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y a un rapprochement? Oui, ponctuellement. On se serre les coudes, mais à terme, le désaccord profond entre le Hamas qui occupe la bande de Gaza, le Fatah en Cisjordanie, continue à être réel, même si on parle d'élections qui pourraient législatives et pourquoi pas ensuite présidentielles, qui pourraient se tenir au cours du premier semestre. Merci Thierry. Alors, quelques questions d'internautes. Nous avons Suisse qui nous pose sur Figaro Live, avec ce plan du siècle, peut-être lirons-nous une petite ironie ici, n'allons-nous pas vers une solution, non pas à 2 États, mais à un État? Samy, votre réponse? Non, pas forcément. Un État veut dire qu'il n'y aurait pas d'État palestinien, que l'ensemble de la Cisjordanie passerait sous souveraineté israélienne et que... Avec un lourd problème de citoyenneté des Palestiniens à l'intérieur de l'État israélien. La citoyenneté s'appliquerait ou pas, parce que oui, voilà. la droite dure israélienne ne souhaite pas que la citoyenneté s'applique aux Palestiniens, donc il sera en fait des citoyens de deuxième zone, et donc on aurait un espace dans lequel, au total, les Arabes seraient majoritaires par rapport aux Juifs, et donc ce ne serait plus un État démocratique. Annick Cizelle, je vous vois réagir. Juste une réflexion sur qu'est-ce qu'un État. Le plan de 181 pages est en ligne sur le site de la Maison-Blanche, où il est écrit en toutes lettres que les Palestiniens doivent désarmer et que leur défense sera assurée par Israël. Est-ce qu'un État palestinien sans moyen d'autodéfense contre une menace extérieure est un État souverain? Et à partir de là, on joue sur les mots, mais il ne s'agit pas d'un État palestinien, effectivement, peut-être d'une confédération, quelque chose, mais d'une possibilité donc d'annexion ou de mise sous tutelle, d'un protectorat, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais un État qui n'est pas chargé de sa propre défense n'est pas un État, pas selon la législation internationale en tout cas. Bettina nous pose encore une question, je vous la pose d'ailleurs Thierry, les négociations et les propositions sont-elles complètement arrêtées ou bien y a-t-il encore un espoir? Est-ce que le dialogue est définitivement rompu en d'autres termes, Thierry? Il y a très peu d'espoir parce que je ne vois pas comment les Palestiniens pourraient... on leur donne effectivement un délai pour se prononcer sur ce plan, mais pendant cette période, en principe, il n'y aura pas de mise en place de mesures particulières, mais je ne vois pas comment les Palestiniens pourraient revenir en arrière et dire finalement, on a bien réfléchi, on va revenir, on accepte de discuter. Ça me semble totalement irréaliste.
Dernière partie de cette émission maintenant, pour rappeler que dans cette annonce d'un plan de paix américain aux côtés de Benjamin Netanyahou, il faut aussi lire une problématique derrière tout cela de politique intérieure, que ce soit d'ailleurs côté américain ou côté israélien. Commençons avec vous, Annick. Effectivement, il y a un candidat à sa réélection, Donald Trump, qui est en ce moment en plein procès d'impeachment. Voilà, il faut aussi le rappeler pour montrer qu'il veut détourner peut-être l'attention médiatique sur ce procès d'impeachment. Véritablement, c'est gagnant-gagnant pour lui, oui. à tout point de vue. À la fois pour rassembler sa base électorale, non pas qu'elle l'ait vraiment lâchée, il est encore à 40% de popularité, sa base est bien solide derrière lui. Une base électorale qui récupère à la fois les évangéliques américains plutôt sionistes et donc sans condition du côté d'Israël et de ce plan, à la fois une partie du lobby juif américain qui continue de le suivre et qui accueille tous les discours, que ce soit du président Trump ou de Mike Pompeo, son ministre des Affaires étrangères, bien volontiers. Mais alors justement, Genius nous dit non, Trump ne fait que flatter son électorat juif américain en vue de sa réélection. C'est le seul électorat qui l'intéresse ? C'est pas le seul, et quand je dis c'est gagnant-gagnant, c'est qu'il permet non seulement donc de récupérer également les évangéliques, oui. Et c'est une très grosse partie de son électorat, mais ça lui permet aussi, les premières réactions à la Chambre des représentants du Congrès, Chambre des représentants qui a une majorité démocrate, montrent un clivage au sein du Parti démocrate entre cette ligne historique depuis 1948 qui soutient Israël et qui ne peut pas s'aliéner, disons, le lobby juif américain plus progressiste qui était représenté par J Street sous Obama. Ils ne peuvent pas s'aliéner cette partie-là de leur électorat. En même temps, Elizabeth Warren, candidate à la présidence, et plus radicale, a absolument récusé l'ensemble du plan. Ce qui fait qu'il réussit dans le même temps à cliver le Parti démocrate sur une question sensible et qui de toute façon est au cœur de toutes les élections américaines pour des raisons ethno-religieuses en interne et pour des raisons que Bill Clinton est le dernier président qui a touché du doigt un plan de paix israélo-palestinien à la toute fin de son mandat. Barack Obama, effectivement, n'arrivant jamais, malgré toute la diplomatie navette vers Tel Aviv, n'arrivant jamais à véritablement réamorcer quoi que ce soit, les colonies ayant trop avancé aussi territorialement pendant son mandat. Et la séquence est donc troublante de ressemblance avec la situation de Benjamin Netanyahou, qui est donc formellement mise en examen mardi et qui est également candidat à sa réélection dans des élections du 2 mars, qui sont les 3e en un an. Sami Cohen, voilà, il y a aussi un enjeu peut-être encore plus fort pour Benjamin Netanyahou électoral. Un enjeu très important parce que, au fond, ça lui permet de détourner l'attention et de gêner son principal rival, Benny Gantz, qui pense et qui pense toujours faire campagne sur la question des dossiers de corruption qui lui sont accrochés, en fait les différentes casseroles. Et là, ça permet vraiment en resituant le plan de paix au centre du débat, de détourner l'attention des électeurs et de dire voilà, c'est moi qui ai apporté ce plan, c'est moi qui suis le principal artisan de cette victoire, et donc je suis le seul à même de faire appliquer ce plan dans la région. Thierry, est-ce qu'à Jérusalem, les sondages ont bougé depuis les annonces de ce plan de paix, ou alors depuis qu'il a été annoncé, puisque depuis un an à peu près, vous me direz si j'ai tort, mais les sondages donnaient à peu près à touche-touche Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, et surtout le problème derrière, c'était la formation de la coalition pour pouvoir gouverner. Donc est-ce que les sondages d'opinion ont changé ? Est-ce que ce plan de paix est à même de permettre à Netanyahou de forger une alliance plus grande s'il remporte les élections du 2 mars ? Ce plan de paix conforte l'électorat de droite qui vote pour Netanyahou, mais dans le même temps, il n'y a pas pour l'instant il y a des frémissements dans les sondages, il gagne 1 ou 2 sièges, mais il n'y a pas eu d'effet Trump jusqu'à présent dans les enquêtes d'opinion publique. Les positions en fait sont très figées entre les différents camps. Il y a en fait personne après les sondages ne sera capable, pour la 3e fois consécutive, de parvenir à une majorité. En même temps,
le plan Trump, il est très favorable aux colons, donc les colons sont satisfaits, mais ils sont contre la création d'un État palestinien. Donc, ils voteront plutôt pour les partis messianiques, les partis de l'extrême droite nationale, qui sont par ailleurs alliés à Netanyahou. Et Netanyahou, lui, évidemment, utilise un peu cette campagne pour faire diversion, parce que le jour, il ne faut pas oublier que le jour où le plan était présenté, lui-même avait demandé d'obtenir l'immunité dans les affaires de corruption dans lesquelles il est inculpé, et que le Parlement s'acheminait vers un refus d'immunité, qu'il a donc annulé sa demande. Donc, il est toujours dans cette position qui ne s'est pas améliorée, c'est-à-dire qu'il doit toujours rendre des comptes à la justice, et il n'a pas, en l'état, l'espoir, enfin, il a l'espoir, mais il n'a pas la certitude d'obtenir une majorité aux élections législatives de mars. Allez, une dernière question, encore sur lefigaro.fr et sur Facebook. C'est Paris qui nous pose cette question, et je vous la pose, Sami Cohen, parce qu'elle est intéressante. Trump a-t-il la légitimité d'offrir les territoires palestiniens au gouvernement Netanyahou? Alors, la légitimité, vous allez probablement me dire non, mais aujourd'hui, on a l'impression... Enfin, j'aimerais vous poser une autre question. Qui peut résister aux États-Unis dans le monde aujourd'hui militairement? Qui peut résister à Israël militairement aujourd'hui au Proche-Orient? Non, attendez, quand même, il n'a ni la légitimité, ni la légalité, parce qu'il va... Mais est-ce qu'il a le pouvoir d'imposer sa loi? C'est la loi du plus fort qu'il impose. De toute façon, il essaye de l'imposer. Il n'est pas sûr que le Proche-Orient, en tous les cas cette région, ne se transforme pas en une région où le conflit va rebondir et deviendra encore plus violent que ce qu'on a connu dans les dernières années. Donc voilà, Trump quand même essaye d'imposer sa vision, qui est celle qui concorde avec celle de Netanyahou. Il n'est pas sûr qu'il réussisse. Mais il parie sur un cynisme qui finit par l'emporter, et comme vous le disiez en début d'émission, une certaine lassitude aussi des alliés des Palestiniens qui vont finir par accepter ce plan? Écoutez, ce qui peut se passer, deux choses l'une, tout dépend maintenant des Palestiniens. Est-ce que les Palestiniens vont véritablement se rebeller, vont descendre dans la rue, vont retourner dans la violence, vers la violence et effectuer des attentats? Si c'est le cas d'une troisième intifada, alors effectivement, le plan de Trump n'a rien arrangé. Moi, je pense que les Palestiniens, quelque part, à un moment ou à un autre, vont se réveiller. Vont se réveiller quand ils verront que le plan d'annexion des colonies entre véritablement en pratique, parce que le plan d'annexion des colonies, il faut bien préciser une chose, l'annexion était prévue déjà sous Barak et Arafat, mais il s'agissait de 3% du territoire palestinien. Maintenant, c'est non seulement toutes les colonies, et pas seulement les blocs des colonies, mais c'est également les avant-postes illégaux. Ce sont des centaines d'avant-postes illégaux qui seront annexés à Israël. Et là, c'est un changement considérable. Merci beaucoup, on est pris par le temps. Annick Cizal, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Sami Cohen, Thierry Oberlé qui était en direct avec nous depuis Jérusalem. Merci à vous de nous avoir suivis, vous avez été nombreux à nous poser des questions et c'était bien agréable d'y répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao.